Retour, nous sommes toujours en direct d'Addis Abeba, capitale éthiopienne, où se déroule actuellement le 26e sommet de l'Union africaine. Robert Mugabe, président sortant de l'Union africaine, s'est exprimé. C'est maintenant au tour du président tchadien Idriss Déby Itno qui va prendre le témoin à cette présidence tournante de l'Union africaine. Je vous laisse l'écouter. Succéder à Robert Mugabe, ce n'est pas aisé. Je n'aurai ni le verbe, ni le langage franc et direct, ça pique souvent, ni aussi ses capacités, mais nous essaierons de faire de notre mieux, rassurez-vous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Madame la présidente de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Je remercie mes collègues d'Afrique centrale qui m'ont proposé à cette haute et noble fonction et vous tous ici qui venez d'entériner leur choix. J'accepte cette mission avec plaisir, mais aussi avec une pointe d'angoisse, tant la charge qui m'incombe désormais est lourde et pleine de défis. Permettez-moi de rendre hommage à mon illustre prédécesseur et frère, l'infatigable militant de l'indépendance et de la dignité de l'Afrique, Robert Mugabe. Il a su mener, pendant sa présidence, notre organisation avec passion et détermination et a atteint des objectifs qui étaient assignés. Je lui dis félicitations. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous dire tout de suite que je n'ai ni la prétention ni les moyens, et encore moins le temps, de changer le cours des événements en Afrique. À défaut de changer les choses, j'ai au moins cette latitude de vous dire ce que je crois utile pour l'Afrique et pour les Africains, même si cela doit se réaliser dans le très long terme. Fort de cet énorme potentiel humain et économique, notre continent s'est de plus en plus imposé dans le système international. Il est au centre de toutes les convoitises, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Nous devons tirer collectivement le meilleur bénéfice de cette position. Dans cette perspective, il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Il nous faut nous adapter à la nouvelle dynamique mondiale où la solidarité et la complémentarité sont les meilleures armes contre la pauvreté et les menaces transnationales de toutes sortes. L'Union africaine est et demeure le creuset de cette solidarité. Nous l'avions bâtie sur le centre de l'Organisation de l'Unité africaine afin qu'elle impulse cette dynamique de l'unité, de l'intégration humaine, politique et économique.
Mais force est de constater qu'elle n'a pas encore répondu à toutes nos attentes. À sa décharge, je dirais que nous, les États, ne lui avons pas donné les moyens de réaliser les objectifs que nous lui avons assignés parce que nous ne voulons rien céder de nos souverainetés respectives. L'union que nous appelons de tous nos vœux serait vide de sens si les Africains n'ont pas le sentiment d'appartenir à un même espace géographique, si les Africains ne circulent pas librement, s'ils ne sont pas détenteurs d'un passeport unique, s'ils ne s'entraident pas. Notre organisation fonctionne toujours comme il y a 20 ou 30 ans. Nous nous réunissons trop souvent. Nous parlons toujours trop. Nous écrivons toujours beaucoup. Mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. Nous subissons plus les événements que nous les anticipons. Nous attendons toujours tout de l'extérieur. Mes chers frères et sœurs, chefs d'État, cela doit impérativement changer si nous voulons changer le cours de l'histoire du continent. Et c'est pour cette raison que la restructuration de l'Union africaine engagée, elle aussi, depuis près d'une décennie, doit être soutenue et accélérée. Pour ma part, je vais m'y employer et j'espère compter sur votre soutien pour que cette réforme aboutisse. De mon point de vue, il est inadmissible que le fonctionnement de notre organisation ainsi que certaines de ses activités soient financées par l'extérieur alors que l'étude lancée depuis plusieurs années, sur les sources alternatives de financement, censée mettre un terme à cette dépendance piétine et s'enfonce dans le débat sans fin. Chers frères et sœurs, que ce soit sur la question des droits de l'homme, qui est le thème central du présent sommet de l'agenda 2063 et de son plan d'action décennal. Tout ce que nous entreprendrons maintenant et même un peu plus tard sera vain et sans portée réelle si nous laissons se perpétuer en Afrique les crises. Des crises parfois insupportables. Soudan du Sud, Libye, Somalie, Burundi, Sahel, bassin du lac Tchad. Nous devons, par la diplomatie ou par la force, selon la nature et l'ampleur de la crise, mettre un terme à cette tragédie de notre âge. Nous devrions nous engager dans ce sens. Et nous ne pouvons pas avancer, ni parler de développement si une partie du corps du continent est malade. Par ailleurs, nous devons être les acteurs principaux dans la recherche des solutions aux crises africaines et non des observateurs passifs des solutions élaborées ailleurs, comme ce fut le cas en Libye. S'agissant justement de ce pays qui nous est cher,
et qui vit une terrible tragédie. Je préconise que l'Afrique prenne une initiative à travers un comité de chefs d'État soutenu par l'ONU en vue de parachever les efforts faits par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. La montée en puissance du terrorisme dans le monde et en Afrique, en particulier, nous commande d'unir nos forces. La solidarité face à ces phénomènes ne doit pas être que verbale. Nous devons être soudés dans l'action comme dans la réflexion. C'est l'occasion de remercier ici tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous apportent un appui précieux dans cette lutte que nous menons contre le terrorisme. Étant entendu que le terrorisme se nourrit de la pauvreté, notre organisation doit consacrer l'essentiel de ses efforts sur les régions du Sahel, de la Tchad et de la Corne de l'Afrique, qui constituent le terreau fertile à l'expansion du phénomène terroriste. Une fois de plus, je réitère mon appel à l'Afrique afin qu'elle prenne son destin en main, qu'elle assure elle-même sa sécurité, biens humains et matériels qui peuvent être mobilisés dans le cadre de la CARIC et de la Force africaine à l'entente. La réalité, c'est qu'il manque cette volonté politique de donner corps à cette force. Chacun de nous doit méditer sur cette grave atteinte à notre dignité. En plus de l'insécurité, l'Afrique est la plus grande victime du règlement climatique avec la sécheresse dans le Sahel et le phénomène El Niño en Afrique orientale et australe. À ce sujet, je me réjouis de la position commune adoptée par le continent récemment à la COP 21. Nous insisterons sur le changement climatique y veillera. Mesdames et Messieurs, l'Afrique de 2016 doit être considérée comme un continent à part entière, fort de plus d'1 milliard d'âmes, qui a tant donné à l'humanité, mais qui a également tant subi. Il faut donc lui rendre justice, mais surtout lui donner la place qu'elle mérite dans le système international. La réforme des Nations Unies, et en particulier celle du Conseil de sécurité, doit s'inscrire dans cette logique. C'est un sujet qui est très ancien. Le doyen Robert Mugabe en a beaucoup insisté. Vous l'avez suivi. Il a même fait une historique plein d'enseignements. Cependant, nous devons faire en sorte que cette réforme s'accélère parce que nous ne pouvons plus nous complaire dans cette injustice et parce que nous voulons exercer notre droit légitime à décider de notre destin. Mesdames et Messieurs, le changement que nous voulons voir s'opérer au sein de la Commission de l'Union africaine est tributaire de changements à mener dans nos propres États. Il nous faut modifier notre manière de penser
et de gérer nos difficultés, notre manière de pratiquer la coopération. Il nous faut changer nous-mêmes. Nous devons penser africain, agir africain, parler africain et pourquoi pas consommer, s'habiller et se distraire africain. Ce faisant, nous recréerons une personnalité et un esprit africain qui, malheureusement, se dilue progressivement dans la mondialisation. Nous contribuerons également à booster l'économie africaine et à diminuer sensiblement le chômage de nos jeunes. Tout cela paraît utopique, mais tout cela est faisable dans le long terme, à condition que nous jetons les bases de ces changements dès maintenant. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de terminer, je voudrais vous faire part d'un fait vécu au Tchad en rapport avec le thème de notre conférence, à savoir les droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Il y a quelques semaines, une jeune femme manipulée par la secte Boko Haram a été arrêtée dans la région du lac Tchad, alors qu'elle s'apprêtait à faire exploser la charge qu'elle portait sur elle. Interrogée sur les raisons de l'acte terroriste qu'elle s'apprêtait à commettre, la jeune femme a déclaré: « On m'a dit qu'après cela, j'irai au paradis. Et alors, j'aurai la latitude de choisir moi-même mon époux. » Voilà, c'est simple. Raison pour laquelle elle est très pressée pour aller au-delà et choisir son époux, parce que sur Terre aujourd'hui, ce n'est plus possible. Cette terrifiante confession traduit le désarroi dans lequel se trouvent aujourd'hui des millions de femmes africaines soumises aux violences de toutes sortes, à l'arbitraire de certaines pratiques rétrogrades. Les droits de l'homme que nous devons promouvoir consistent aussi à changer le destin de ces femmes. Mais nous ne pouvons le faire par des discours ou des rapports. Il nous faut agir concrètement. C'est ce à quoi j'invite les États afin que 2016 marque effectivement un pas positif dans le sort des millions de femmes du continent. Je vous remercie. C'est donc la fin de cette première assemblée du 26e sommet de l'Union africaine. Les travaux reprendront à 17h heure locale, mais à huis clos, comme l'a rappelé le président tchadien Idriss Déby Itno. Peut-être avec vous, messieurs, revenir sur le discours du président entrant de l'Union africaine, un discours qui en substance ressemble à ce que vous aviez dit juste avant qu'il ne prenne la parole, à savoir que l'Afrique s'émancipe un peu, qu'elle arrête de dépendre de l'aide de l'extérieur. Et peut-être un point précis, Samuel, sur justement le financement des élections par les partenaires occidentaux. Tout à fait, je pense que c'est un discours qu'on n'a pas suffisamment entendu sur le continent, un discours très pratique qui ne se veut pas très lyrique. Il va droit au but, il va à l'essentiel.
il s'approprie les directives qui ont été fixées par l'agenda 2063 et il prend lui-même ses engagements. Il donne les orientations, il commente la situation du continent et il relève ce que beaucoup de dirigeants n'ont pas su faire, simplement en se contentant de taper sur les Occidentaux et sur les partenaires. Lui, il veut une appropriation africaine et il voudrait que les Africains se donnent les moyens. Et il pense très bien que si l'Union africaine doit jouer un rôle déterminant et si ses ambitions panafricaines doivent devenir réalité, il faut que les États puissent d'abord jouer le premier rôle, doivent être au devant de la scène et doivent mettre en œuvre les initiatives et les directives prises au niveau de l'Union africaine. Sur les élections, on ne peut pas se permettre de dire qu'on dirige le processus électoral quand on est incapable de financer ce processus. Et donc il est important de pouvoir s'approprier les moyens financiers pour pouvoir financer ce processus électoral et maîtriser notamment les échéances électorales et le calendrier électoral. Parce que généralement, si on assiste aussi à cette absence de rigueur dans la planification et la programmation des élections, c'est parce que justement on est dépendant, on est tributaire de l'aide extérieure, à la fois en termes d'expertise, en termes de financement. Donc il faut que les Africains et les États au premier rang de toutes ces initiatives puissent prendre leur part. Et ce sont les États qui donnent à l'Union africaine sa pleine capacité politique et sa pleine capacité de négociation diplomatique dans les grands cercles diplomatiques mondiaux. C'est vrai que cette intégration régionale est un facteur indispensable et nécessaire au continent africain qui ambitionne de se développer. C'est un sujet qui nous a été préparé par Ibrahima Dioumaba. L'intégration africaine fait débat 53 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine. L'efficacité de l'organisation panafricaine, devenue Union africaine en 2002, est un défi pour la matérialisation de l'intégration des peuples africains sur le plan politique, économique et socio-culturel. L'objectif de départ était l'intégration politique. Aujourd'hui, les échanges entre pays africains ont pris une autre trajectoire. Quand on a commencé l'OUA, l'idée d'intégration était politique. C'était une idée qui venait du mouvement panafricain. Et il y a des éléments de ce mouvement qui sont toujours d'actualité, comme par exemple le principe de la solidarité, le principe de l'unité des peuples d'Africains par rapport à leur voix dans le monde. Et aussi le principe très important d'enrichir le monde avec l'héritage culturel africain. Mais maintenant, il faut aussi faire un peu de l'économie. Nous sommes dans un moment très différent où les peuples africains attendent une transformation de leur vie, une transformation socio-économique. L'Union africaine, à travers ses commissions économiques régionales, soutient les initiatives d'intégration économique. En Afrique de l'Ouest, par exemple, la CEDEAO a mis en place un tarif extérieur commun pour favoriser les échanges commerciaux. En Afrique de l'Est et du Sud, des discussions sont en cours pour la mise en place d'une zone de libre-échange. Les défis ne manquent pas pour l'intégration régionale. Le premier défi, selon nous, c'est la question de la souveraineté nationale. Les Africains, chaque pays est jaloux de sa souveraineté. Alors qu'on a signé des textes, des traités qui invitent les États à abandonner partiellement ou totalement certains aspects de leur... Donc il y a le refus de faire l'intégration politique. Le commerce intra-africain est faible du fait aussi en partie des infrastructures, il n'y a pas d'intégration monétaire, il n'y a pas d'intégration financière. L'Afrique a au moins 42 monnaies en circulation. Les pays africains ont signé plusieurs traités sur le plan politique et économique pour la mise en œuvre de l'intégration des peuples. L'application de ces multiples textes réglementaires fait souvent défaut, notamment la circulation des personnes et des biens. Les observateurs appellent l'Union africaine à développer des volets plus économiques que politiques pour mieux intégrer les peuples d'Afrique. Nous voyons que l'Afrique n'est pas en train de bénéficier suffisamment des compétences qui auraient dû se trouver dans l'Union africaine, surtout les compétences économiques, pour construire un début d'intégration. Moi, je voudrais bien que les pays africains envisagent de laisser de côté les divergences politiques, quelquefois des divergences personnelles, pour penser à l'intérêt des peuples, à des programmes communs. Il faut peut-être que l'Union africaine
s'éloigne un peu plus de la politique et qu'elle constitue une sorte de conseil économique et social, comme les Nations Unies l'ont, pour que l'on choisisse les grandes lignes et qu'on travaille sur ce qu'il y a à faire en Afrique pour que cette zone émergente profite à l'Afrique et ne profite pas seulement aux partenaires de l'Afrique. L'Union africaine, dans la droite ligne de sa politique d'intégration des peuples et des cultures en Afrique, a œuvré pour la paix, la sécurité et la stabilité politique dans plusieurs de ses pays membres au cours des dernières années. L'UA a mis en place pour les 50 prochaines années un plan de développement dénommé Agenda 2063 qui va promouvoir l'intégration africaine à travers les droits de l'homme, le renforcement des échanges commerciaux et culturels, mais aussi le développement des infrastructures régionales, entre autres. Monsieur Ouenou, à quel point l'intégration régionale est-elle importante pour le développement économique et social du continent africain? Je pense que l'intégration en Afrique est d'une importance capitale parce que cette intégration doit, à mon avis, être encore plus prégnante, encore plus dynamique pour permettre aux États africains qui sont relativement écartelés, malgré tous les accords qui ont été signés sur le plan politique, économique et culturel, ces États restent encore, je dirais, enclavés et ne travaillent pas suffisamment dans l'intégration qui peut être un atout, mais un atout très important dans le développement. Mais je vais insister sur un aspect qui pour ma part, me paraît très important. L'intégration ne doit pas être top-down, elle ne doit pas venir de là-haut. Si on pense que c'est dans une réunion de l'Union africaine qu'il faut prôner l'intégration, je ne pense pas que ça se fera comme ça. Il faut, et c'est mon avis, que l'intégration se fasse complètement à la base. Si, par exemple, je prends un exemple, si le Bénin et le Togo ne peuvent pas avoir un couloir d'échange économique très étroit entre eux, alors qu'ils sont frontaliers, ce n'est pas à Addis Abeba, dans une enceinte internationale officielle, qu'il faut parler d'intégration. Je pense que l'intégration doit être à la base et permettre d'impulser ce dynamisme qui, après, peut être élevé au niveau régional et après au niveau continental. Samuel, c'est très souvent répété, l'intégration économique, l'intégration régionale est un facteur indispensable au développement économique du continent. Alors pourquoi les États peinent-ils à dynamiser cette intégration? Est-ce qu'il y a un problème de souveraineté? Il y a un problème de souverainisme. C'est deux choses tout à fait différentes. La souveraineté, on peut très bien la penser, on peut très bien la protéger en restant dans la coopération avec les autres. Là n'est pas le problème, c'est plutôt un souverainisme qui est un facteur nocif pour les économies africaines. L'intégration est un facteur important pour les économies parce que c'est un multiplicateur de croissance. C'est un multiplicateur de puissance même à la limite. Ce qu'on ne peut pas réaliser au niveau national, on peut le réaliser dans une coopération beaucoup plus structurée, permanente avec les autres États. Si l'économie nationale n'est pas dynamique, on peut aller chercher des parts de marché chez son voisin. On peut être spécialiste de la production agricole et nourrir les populations du pays voisin. À ce niveau, il faut tout simplement qu'il y ait un dynamisme au niveau national et qu'il y ait un corpus institutionnel au niveau régional, au niveau continental, qui puisse penser et que les productions, qu'elles soient scientifiques, on vient de voir le prix Kwame Nkrumah, ça peut être une production, je dirais, de qualité ou en termes d'opérationnalisation des politiques, de renforcement des capacités qui puissent être acceptées par les États. Si les États ne valorisent pas le travail produit par l'Union africaine, ne valorisent pas le travail produit par la CEEAC en Afrique centrale, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, la SADC en Afrique australe ou la communauté des États de l'Afrique de l'Est, il n'y aura pas d'appropriation, on ne verra pas l'impact de l'intégration au niveau national. Et il faut une Afrique citoyenne. Quand le président Déby parle d'un passeport et des facilités de mobilité pour les Africains, il fait justement allusion à cette Afrique citoyenne. Il faut pas simplement le vouloir au niveau des discours, il faut que cela se matérialise
par la facilité, par des infrastructures. On ne peut pas, il reste intolérable de penser et de voir qu'en 2015, 2016, que l'on soit encore obligé de faire des détours en France pour arriver dans un autre pays africain et qu'on mette autant d'heures pour partir d'une capitale à une autre. Si on veut vraiment une Afrique citoyenne, il faut qu'on donne la possibilité à un fonctionnaire de Yaoundé de pouvoir travailler à Bangui en résidant à Yaoundé, comme on peut le voir des fonctionnaires ou des cadres résidant à Paris travailler à Bruxelles. Donc il faut que de tels moyens soient mis en place. On ne peut pas dynamiser les économies, on ne peut pas voir la plus-value de l'intégration si on n'a pas cette mobilité. Oui, c'est vrai, Monsieur Ouenou, il y a un véritable problème de mobilité, que ce soit au niveau des infrastructures routières ou au niveau des dessertes aériennes, comme l'a très bien rappelé Samuel. Oui, je suis totalement d'accord. Il y a des liaisons aériennes intra-africaines qui coûtent plus cher qu'une liaison Europe-Afrique. C'est pas possible. On ne peut plus continuer à fonctionner de cette façon. Et l'Afrique a la chance aujourd'hui, avec le passage de la fibre optique qui dessert presque les États côtiers, qui, eux, peuvent permettre aux États de l'Interland de prolonger ces fibres optiques jusque dans ces États. C'est une possibilité, c'est un atout important, une possibilité inouïe pour encore resserrer les États africains à travers l'Internet qui, forcément, aujourd'hui, s'impose comme le moyen de communication le plus abouti. Et je veux aller encore plus loin en parlant des échanges commerciaux, des produits. Par exemple, en 2002, 2003, lorsque le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, était encore sur les papiers en gestation. Il avait été fait remarquer par le président Wade à l'époque que le transfert des mangues des mangues produites au Sénégal au Mali coûte plus cher que transférer le même produit de la France pour le Mali. Et ces mêmes produits qui sont cultivés sur les terres africaines coûtent plus cher pour la transformation que si ils étaient transformés en Occident. Ce n'est plus possible, on ne peut plus être... Alors que si l'Afrique, il y a eu un dynamisme d'intégration qui aboutit entre les États, ces produits peuvent être transformés. Si le Sénégal, c'est un exemple que je prends, n'a pas les moyens de transformer, ou le Mali n'a pas les moyens de transformer, un autre État africain peut le transformer et cela générerait des emplois et de la plus-value pour les États et permettra par ce moyen justement de consolider. Parce que lorsque vous avez une intégration économique, deux États, ils ne peuvent plus se faire la guerre parce que vous savez que vous êtes liés par des intérêts vitaux. Cela empêcherait peut-être, pourquoi pas, des crises entre États africains. Merci Monsieur Ouenou pour vos analyses. Merci Madame. Merci à vous Samuel également. Merci Amira, bonsoir. Et c'est la fin de cette émission en direct consacrée au 26e sommet de l'Union africaine, un sommet qui se tient actuellement à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Les prochaines réunions, les prochains travaux débuteront à 17h, heure locale, mais seront cette fois-ci à huis clos. Nous y reviendrons bien évidemment demain. Merci de nous avoir suivis et je rappelle que la thématique centrale de ce 26e sommet est articulée autour de la promotion des droits de l'homme et particulièrement des droits de la femme. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.